Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Tombani Kouloufoua et je suis la créatrice du podcast Entre elles, une plateforme d'expression et de partage dédiée aux femmes du monde. Vous le savez, depuis le mois de mai 2022, tous les derniers mercredis du mois, Entre elles cède son micro au podcast des leaders d'Afrique pour une série de 6 épisodes élaborés en partenariat avec l'organisation à but non lucratif Speak Up Africa. Cette série est consacrée à l'initiative Voix Essentielles, un projet mené par Speak Up Africa avec le soutien technique et financier de la Fondation Chanel et du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Les femmes contribuent de manière significative à l'économie du continent africain, mais ont été systématiquement exclues des espaces de prise de décision. L'objectif de ce podcast est de mettre en lumière l'action de ces femmes de terrain afin de valoriser leur action et d'amplifier leur voix. Dans chaque épisode, je vous emmènerai à la rencontre d'une femme à la tête d'une organisation communautaire et notre conversation s'articulera autour de la thématique principale de son champ d'action. Voix Essentielles, c'est aussi l'Université de l'Excellence, un programme de formation personnalisé qui permettra de renforcer les compétences de femmes et de filles dans 3 pays d'Afrique de l'Ouest, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Dans ce 5e épisode, j'accueille Rougiatou Diallo, chargée des programmes du réseau des jeunes pour la promotion de l'abandon des mutilations génitales féminines et des mariages d'enfants au Sénégal. Dans cette série de podcasts, nous abordons régulièrement des thématiques sensibles, voire difficiles. C'est de nouveau le cas cette semaine, dans cet épisode. Rougiatou lève le voile sur des pratiques souvent tabous et sur le travail essentiel que mène cette organisation qui œuvre au quotidien en faveur de la protection des femmes et des jeunes filles pour mettre un terme aux mutilations génitales féminines. Je vous invite à écouter cette conversation enregistrée à distance entre Londres et Dakar. Bonjour Rougiatou Diallo, bienvenue dans le podcast des leaders d'Afrique. Bonjour, merci beaucoup. Alors, je le disais en introduction, tu es chargée des programmes du réseau des jeunes pour la promotion de l'abandon des mutilations génitales féminines et des mariages d'enfants. Je vais donner un petit peu de contexte pour nos auditeurs qui ne sont pas familiarisés avec ces difficultés ou ces problèmes majeurs. Au Sénégal, près de 2 millions de filles et de femmes ont subi des mutilations génitales féminines. 25% des filles et des femmes âgées de 15 à 49 ans ont subi des mutilations génitales féminines et la plupart des MGF, comme on les appelle communément au Sénégal, sont réalisées sur des filles de moins de 5 ans et rarement après 10 ans. Alors, au-delà de ces chiffres, est-ce que tu pourrais compléter cette analyse et nous expliquer de façon concrète en quoi consiste l'action de ton organisation ? Alors, merci beaucoup. C'est un réel plaisir de participer à cette émission parce que je pense que c'est important qu'on ait des cadres d'échange pour discuter sur cette problématique qui touche la vie des femmes et des filles et qui impacte sur leur autonomisation. Voilà, notre organisation, c'est un réseau de jeunes composé de 31 associations et mouvements de jeunes qui œuvrent dans la promotion de l'abandon des violences faites aux femmes et aux filles, particulièrement les mutilations génitales féminines et les mariages d'enfants. Et c'est dans ce cadre que Speak Up Africa nous a accompagnés à travers le Fonds Voix Essentielles pour qu'on déroule un projet ici dans la banlieue de dakaroise. Tout à l'heure, vous avez parlé du contexte de l'analyse situationnelle sur les mutilations génitales féminines. Et les données là que vous avez trouvées sur Internet, je ne dirais pas que c'est faux, c'est exact. Parce qu'actuellement, on peut dire que la situation même, elle est plus grave, c'est alarmante. Parce que depuis, avec l'avènement du Covid-19, parce que les mesures et les sensibilisations sur les questions de mutilation génitale féminine ont diminué. Parce que tous les programmes étaient concentrés sur les questions d'éradication du Covid. Et maintenant, on peut dire que ces pratiques continuent. Et le plus grave, c'est que les communautés qui exercent ces pratiques le font en cachette. Donc, ce n'est pas en contrôle des communautés ni de nos dirigeants pour qu'ils puissent avoir un œil de contrôle. Ce qui fait que actuellement, les chiffres exacts, on ne peut pas les avoir. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'avec les données de l'ANSD, de l'Agence statistique du Sénégal, que le taux est à 23%, donc ça a augmenté de 2012 à 2022. Actuellement, le taux est à 23%. Et là où on a eu à dérouler le projet dans la banlieue dakaroise, le département de Yeumbeul, il a été noté là-bas
en 2021 des cas de décision 6 filles qui étaient en train d'être excisées et dont les cris ont alerté le voisinage. Et ces cris-là ont permis aux voisins qui étaient là-bas de voir qu'est-ce qui se passait. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait 19 filles qu'on a regroupées dans une maison pour les faire exciser. Et là, on a pu sauver au moins les 12 autres. Et il en reste 6 qui ont été excisés et 2 qui ont été dans des situations très alarmantes et qui ont été amenés à l'hôpital, à l'urgence. Voilà pour vous dire que la situation des données n'est pas du tout facile aussi parce que ces décisions se font en cachette. C'est une pratique qui se fait en cachette et donc c'est pas tout le temps facile d'obtenir les données et c'est un sujet tabou aussi, mais quand même, on sait qu'avec l'avènement du Covid, que la situation a augmenté. C'est ce qui nous a poussé, même notre organisation, à dérouler ce projet-là dans le département de Keur Massar, à la commune de Yeumbeul, là où on a excisé ces 6 filles, pour sensibiliser la population à l'abandon de ces pratiques et aussi pour avoir un œil de garde sur ces thématiques. Oui, donc des situations effectivement tragiques et alarmantes. Le 11 octobre marque la Journée mondiale de la jeune fille. On dit souvent que les droits des femmes adultes commencent par les droits des filles enfants. Quelles sont tes attentes en matière d'évolution des droits des jeunes filles? Vous savez, les attentes sont nombreuses, hein, parce qu'aujourd'hui, nous savons que la situation des jeunes filles et des femmes n'est pas du tout stable. Aujourd'hui, l'autonomisation des femmes n'est pas du tout effective. On parle des droits des femmes et des filles partout, mais quand même, il faut dire qu'on se rend compte que les femmes et les filles rencontrent d'énormes difficultés. Donc, moi, les attentes, c'est par rapport à nos dirigeants. Il faut qu'ils prennent en compte les préoccupations des femmes dans les politiques et programmes. C'est important aujourd'hui que nos dirigeants, aujourd'hui, en dehors des paroles, des promesses, qu'ils descendent sur le terrain et voient réellement ce qui se passe avec les femmes et les filles. Aujourd'hui, vous allez dans les communautés, nous savons que les femmes et les filles rencontrent d'énormes difficultés sur le plan sanitaire, sur le plan éducatif et sur le plan économique. Et ces difficultés-là font que l'autonomisation des femmes n'est pas encore effective. On a beau parler d'autonomisation des femmes, c'est comme si c'est un rêve, c'est une vision certes, mais quand même, si les dirigeants faisaient un peu de leur volonté pour que cette autonomisation soit effective, je pense qu'aujourd'hui, la situation des femmes va s'améliorer. Et on sait que la femme, c'est le développement. Quand aujourd'hui, une femme est autonome, on peut dire que c'est toute une nation qui est autonome. Parce que la femme, c'est elle qui est la mère, c'est la sœur, c'est elle qui est le berceau de l'humanité. Parce que quand on parle de berceau de l'humanité, c'est grâce à la femme. Donc, nos dirigeants, en tout cas, mes attentes, c'est par rapport à nos dirigeants, de porter le plaidoyer pour qu'ils puissent prendre en compte nos préoccupations et qu'ils défendent les femmes dans les instances de décision. Mais aussi par rapport aux femmes aussi, hein, parce qu'aujourd'hui, les femmes ne doivent pas seulement être des spectatrices, on doit être des actrices, les actrices de nos propres changements. La situation que les femmes sont en train de vivre, ce n'est pas les hommes qui vont comprendre ça, parce que ce que la personne vit, c'est toi-même, tu sais, c'est toi-même qui le sais, ce n'est pas une autre personne qui va t'expliquer ça. Et les femmes doivent, donc ce qui fait que les femmes doivent participer dans les instances de prise de décision. Elles doivent prendre le destin en main, oser et défendre leurs droits et ne pas attendre des hommes pour que leurs droits soient effectifs. C'est ce genre d'attente que je porterai à l'égard de nos dirigeants et à l'égard des femmes. Les mutilations dont tu parlais tout à l'heure sont souvent réalisées par des praticiens traditionnels. Et en préparant l'émission, je me suis rendu compte qu'il y avait également une composante ethnique très forte qui doit forcément compliquer votre action. Est-ce que tu peux nous dire comment vous faites justement pour affronter ou contourner ces difficultés? Effectivement, comme vous avez dit, hein, les mutilations génitales féminines, je disais tantôt que c'est une thématique très sensible et qui est ancrée dans les us et traditions des communautés. Et quand on parle de la religion ou bien d'une tradition d'une personne, tu touches à sa sensibilité. La religion ou bien les traditions sont très sensibles parce qu'elles sont ancrées dans la personne. Donc aujourd'hui, quand on parle des questions de mutilation génitale féminine, certes, il y a des communautés qui font ces pratiques. On remarque ça plus ici au Sénégal, chez les parents Halpulaar, les Peuls.
Il y a en dehors des Peuls, il y a les Diola, il y a aussi les Sarakoulé. C'est des ethnies qui font plus ces pratiques ici au Sénégal. Pour dire que les mutilations génitales féminines ici au Sénégal sont plus remarquées au nord, dans la région de Matam, et au sud, dans les régions de Ziguinchor, Kolda, Sédhiou et Kédougou. Mais actuellement aussi, comme je disais tantôt, c'est pourquoi notre projet, nous avons intervenu dans la région de Dakar depuis qu'on a constaté ces cas de décision dans la région. Donc, parce que Dakar aussi, c'est un lieu qui abrite, je peux dire, une grande masse de population parce que c'est la capitale, ce qui fait que les gens peuvent faire ces pratiques sans pour autant qu'on puisse s'en rendre compte. Voilà. Donc, comme je disais que c'est une pratique très ancrée dans la tradition de ces personnes, parce que ce qui justifie la pratique pour certaines communautés, c'est la tradition, et pour d'autres, c'est la religion. Parce qu'il y en a qui disent que la religion musulmane recommande la pratique de l'excision. Et maintenant, nos approches, ce qui nous facilite nos interventions sur le terrain, c'est les approches que nous utilisons. Il y a l'approche ne pas nuire. Quand on parle de l'approche ne pas nuire, c'est une approche qui vise à prendre en compte les croyances de ces personnes. Maintenant, on va communiquer avec ces communautés sans les heurter. Nous savons que la thématique des mutilations génitales féminines est sensible, donc on doit communiquer avec ces communautés qui font ces pratiques sans heurter leur sensibilité. En dehors de l'approche ne pas nuire aussi, nous travaillons avec les religieux. Partout où nous allons dans les régions ou bien dans les communautés où nous intervenons, les religieux et les chefs coutumiers sont nos alliés. Ils nous aident dans nos activités de sensibilisation et de plaidoyer à l'abandon de ces pratiques. Il y a aussi l'approche intergénérationnelle que nous utilisons, c'est-à-dire que créer des cadres d'échange entre les jeunes et les adultes des communautés qui font ces pratiques pour discuter de ces pratiques et essayer de trouver des solutions pour leur abandon. Et je pense que cette approche aussi, elle est intéressante dès l'instant où nous mobilisons 2 à 3 générations dans une activité et on parle des conséquences des mutilations génitales féminines. Et ce sont des débats, des échanges très interactifs et très intéressants qui permettent, par exemple, aux parents ou bien aux grands-parents de donner les raisons qui font ces pratiques, mais aussi il y a les victimes qui sont lors de ces échanges-là. Il y a des victimes aussi qui s'expriment sur les conséquences de cette pratique, parce que la victime, elle est mieux habilitée à parler des conséquences de la pratique. Comme je disais tantôt, une chose que tu n'as pas vécue, tu ne peux pas connaître les tenants et les aboutissants de la chose. Donc, lors de ces échanges-là, il y a les victimes aussi qui parlent des conséquences de l'excision. Nous savons qu'il y a des conséquences médicales, mais aussi des conséquences psychologiques. Et quand ces victimes s'expriment, il arrive que même ces victimes-là pleurent lors de ces séances de sensibilisation. Et tu vois que ça touche la sensibilité de ces communautés qui pratiquent. Et je vous dis que ça nous a bien réussi dans les communautés quand les victimes aussi s'expriment de leur vécu. Et je pense que si aujourd'hui on a eu à avoir des résultats, c'est grâce à ces approches dont je viens parler. Quand tu communiques avec les communautés, il faut savoir les mots que tu utilises, mais aussi maîtriser la thématique. Les mutilations génitales féminines, certes, il y a des conséquences, mais c'est pas bon de dire que c'est une pratique barbare, parce qu'il n'y a pas de barbarie dans les communautés. Tout ce que les gens font, ils ont des raisons qui le justifient. Maintenant, quand même, peut-être ils ne peuvent pas s'en rendre compte des conséquences. Et les conséquences, c'est à nous de les faire savoir. Il y a des médecins même qui sont avec nous, des sages-femmes, et en plus de ces victimes-là. Donc, c'est très important aussi ce genre d'approche. Et il y a la masculinité positive aussi, parce que nos hommes sont nos alliés aussi. Il y a certains hommes dans les communautés qui disent que je ne vais pas épouser une femme qui n'est pas excisée. La femme qui n'est pas excisée dans une communauté à forte pratique de mutilation génitale féminine, elle est victime de stigmatisation. Elle est stigmatisée dans sa communauté. Il peut y arriver qu'elle ne va pas cuisiner, on ne va pas manger sa cuisine, elle ne va pas s'asseoir là où s'asseoir les femmes. Donc vous imaginez à quel point elle est stigmatisée dans sa communauté. Et certains hommes même disent que moi, je ne vais pas épouser une fille qui n'est pas excisée. Donc, c'est important aussi
de s'allier avec les hommes, de les expliquer les conséquences de ces pratiques-là pour qu'ils puissent en retour nous soutenir. Parce que vous savez que nous sommes dans une société patriarcale. Le Sénégal, ici, l'homme a un pouvoir décisionnel dans la famille. Et donc, si l'homme dit que moi, ma fille ne sera pas excisée, c'est fortement qu'elle ne sera pas excisée. Donc, voilà les approches que nous utilisons dans nos interventions et ce qui nous facilite la tâche et qui nous a permis jusque-là d'obtenir des résultats. J'imagine que ça doit effectivement avoir un véritable impact sur les communautés, effectivement, ces échanges de témoignages et pouvoir avoir des victimes présentes qui partagent leur vécu. Et je pense que même pour notre audience, se rendre compte du degré de stigmatisation que peuvent vivre ces femmes en écoutant ce que tu dis, effectivement, c'est très fort et clairement impactant. Alors, revenons à Voix Essentielles. Qu'est-ce que cette initiative apporte à ton mouvement ? Voilà, Voix Essentielles nous a beaucoup apporté. Ça a beaucoup apporté au réseau des jeunes pour l'abandon de l'excision et des mariages d'enfants. Parce que, comme je disais tantôt, le projet que nous avons eu à élaborer dans la banlieue dakaroise, à Yeumbeul, c'était une initiative des jeunes pour la vulgarisation des lois liées aux violences basées sur le genre et l'amélioration des dispositifs et textes discriminatoires à l'égard des femmes et des filles et des personnes en situation de handicap. Quand on parle de la vulgarisation des lois liées aux violences basées sur le genre, il y a la loi 9905 qui réprimande la pratique des mutilations génitales féminines. Et vous savez que le paradoxe, c'est que on se rend compte que avant même l'intervention, que dans les communautés ou bien quand on fait nos actions de sensibilisation, quand tu demandes à une femme, est-ce que tu connais au Sénégal qu'il y a telle ou telle loi, les femmes te disent non. Elles ne connaissent même pas leurs droits. Donc, c'est comme si leur vécu quotidien, le fait que d'être des femmes qui ne sont pas instruites, des femmes qui n'ont aucune activité génératrice de revenus, pour eux, ça, c'est ce qui est normal, qu'une femme n'a pas le droit à la connaissance. En dehors de la connaissance des lois liées aux violences basées sur le genre, elles ne connaissent même pas leur propre droit aussi par rapport au fait d'aller à l'école, d'aller se faire consulter à une structure sanitaire. Donc, les femmes pensent que les hommes sont au-dessus de tout. Vous imaginez, c'est ce qu'on s'est rendu compte lors de nos études d'autodiagnostic. Parce que nous, avant qu'on déroule un projet dans une zone, on fait d'abord une étude diagnostique pour avoir des données et pour savoir exactement le vécu des femmes dans la localité. Et voilà le problème les difficultés que les femmes vivent, elles ne connaissent même pas leurs propres droits. Et maintenant, nous, on s'est dit qu'à ce projet-là, donc, on doit vulgariser les lois liées aux violences basées sur le genre, faire connaître aux femmes qu'il y a telle ou telle loi qui te protège. En cas de mutilation génitale féminine, tu peux aller porter plainte, ou bien en cas de viol, il y a telle loi qui te protège, tu peux aller porter plainte, mais aussi tu peux aller voir telle ou telle structure sanitaire pour un accompagnement médical, même un accompagnement juridique et psychologique. Vous voyez, donc les femmes ne connaissent même pas ces structures aussi. Donc nous, notre projet, aujourd'hui, je peux dire que Voix Essentielles nous a permis aujourd'hui d'avoir un processus de plaidoyer avec ces femmes. Aujourd'hui, on les a formées sur ces thématiques, sur ces lois liées aux violences basées sur le genre, mais aussi on a maintenant un mouvement dans la commune de Yeumbeul, un mouvement fort de femmes, de filles, de jeunes et des personnes en situation de handicap, parce que les personnes en situation de handicap aussi sont victimes de discrimination. Parce que notre société, c'est naturel chez une personne. Quand une personne en situation de handicap, c'est comme si tu crois que tu es supérieur à elle, alors que vous avez les mêmes droits. On ne considère même pas les personnes en situation de handicap. Même dans nos constructions, on ne les prend même pas en compte. Tu entres dans des toilettes, tu vois qu'on ne prend même pas en compte les personnes en situation de handicap. Ce qui fait qu'elles sont vraiment aussi très vulnérables. Et c'est pas elles sont vulnérables par rapport à leur situation, mais par rapport à l'environnement où elles vivent. Parce qu'on ne les prend même pas en compte dans nos constructions pour qu'elles fassent des études, pour qu'une personne en situation de handicap fasse des études. C'est très difficile dans les écoles. Si tu as un handicap moteur ou bien un handicap auditif ou visuel, en tout cas, c'est tout un problème, en tout cas, pour faire des études. Même pour aller se soigner aussi, c'est tout un problème. Des fois, on les oublie. On dit que c'est comme si nous, on ne les considère même pas. On oublie que ces personnes-là,
existent et ont les mêmes droits que nous. Donc, c'était important aussi de lever cette discrimination par rapport à ces personnes lors de ce projet. Et vous voyez que maintenant, actuellement, ça nous a permis d'avoir un processus de plaidoyer. Et avec ces femmes-là, on a rencontré les dirigeants du département qui se sont engagés à prendre en compte la situation des femmes et des filles dans le politique et aussi à promouvoir les droits des femmes et des filles dans les instances de décision. Donc, je peux dire que Voix Essentielle actuellement nous a permis de déclencher un processus de plaidoyer et ça a amélioré notre travail et nous a permis d'avoir une visibilité au niveau de ces femmes. Et je pense que ce sera continu. Même si le projet est fini, ça ne va pas s'arrêter là parce qu'on a déclenché un processus qui va continuer et qui va permettre aujourd'hui, en tout cas, d'impacter au niveau de la commune de Yeumbeul avec les élus locaux et les décideurs de la localité pour une meilleure amélioration et prise en compte des droits des femmes et des filles dans les instances de décision. Voilà. Ce que tu dis sur le handicap en particulier, c'est vrai que ce sont des choses qu'on oublie, qui sont pas suffisamment dites et mentionnées dans nos sociétés. Et c'est vraiment tout le sujet de l'inclusion, en fait. Inclure, ça veut dire inclure tout le monde. Ça veut dire aussi inclure les personnes qui ont un handicap. Et c'est vrai que c'est tout un travail qui doit être fait au niveau de la société. Le réseau des jeunes pour l'abandon des MGF est composé de 30 mouvements et associations de jeunes, regroupant 30 000 membres. Donc, une vaste communauté qui reflète une problématique bien réelle dans la société. Tu en parlais au début de notre conversation. Comment s'assurer que toutes les voix soient entendues pour justement pouvoir relayer ces messages auprès des pouvoirs publics et des instances de décision? Voilà, comme vous disiez, le réseau des jeunes, c'est un réseau national qui est réparti dans les 14 régions du Sénégal. Dans chaque région, nous avons des représentants et des comités départementaux, ce qui nous permet en tout cas d'enrôler beaucoup de personnes lors de nos interventions. Aujourd'hui, je peux dire que nous travaillons avec les jeunes, nous travaillons avec les adultes. Quand je parle il y a les hommes et les femmes, et nous veillons à inclure toutes les couches de la société et toute tranche d'âge lors de nos interventions. Et je pense que c'est ce qui nous facilite aujourd'hui d'avoir ce mouvement fort. Parce que tout à l'heure, je parlais qu'il y a un mouvement fort, un processus de mouvement qui a été déclenché à Yeumbeul. Maintenant, je peux dire que aussi, le réseau des jeunes, en tout cas, est dans ce processus aussi au niveau national pour porter la voix des sans-voix lors des instances de décision. Je pense que c'est cet ancrage communautaire qui nous facilite aujourd'hui de collaborer avec les autorités. Parce que quand on est un nombre important qui prône quelque chose, ça impacte sur le regard de l'autrui. Ce qui permet aujourd'hui que nous avons une collaboration facile avec les dirigeants des localités et nous travaillons avec aussi nos actions pour pour une meilleure amélioration des droits des femmes et des filles. C'est cet ancrage communautaire en tout cas qui nous facilite cette question. Et avant de conclure avec les coordonnées de l'association, est-ce que tu aurais un message à faire passer à titre personnel, aussi bien aux jeunes qu'au pouvoir public d'ailleurs? Alors, je sais que tu l'as mentionné également un peu plus tôt dans ton intervention, mais est-ce que tu souhaiterais compléter ton message ou est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaiterais rajouter sur ces questions? Le message que j'aimerais lancer, en tout cas, c'est à l'endroit aussi des jeunes, parce que quand on est jeune, même s'il n'y a pas les moyens, chacun est responsable de sa communauté. On est des citoyens avant tout. Et quand une problématique touche une communauté, on doit s'engager. Ne pas s'engager, dire que toi, tu fais partie des personnes qui ne prennent pas en compte la situation de ta localité. Donc, c'est très important aujourd'hui que nous, jeunes, nous nous engageons sur ces thématiques-là. Parce que quand la situation des femmes et des filles, les droits des femmes et des filles est pris en compte, je peux dire que c'est là où on peut parler de développement. On ne peut pas parler de développement sans l'autonomisation des femmes. Et pour cela, je pense que les jeunes ont un très grand rôle à jouer. Parce que non seulement la population sénégalaise est composée majoritairement de jeunes. Et les jeunes, nous savons qu'aussi on est très actifs. On est même très actifs sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est très important aujourd'hui qu'en tant que jeunes, nous nous engageons sur ces thématiques-là pour permettre à nos dirigeants
de tenir en compte les droits des femmes et des filles dans les instances de décision. Donc moi, mon message en tout cas que je peux ajouter pour le moment, c'est à l'endroit des jeunes pour qu'ils portent le message d'abandon des mutilations génitales féminines ou bien d'abandon des violences basées sur le genre et pour qu'ils s'engagent auprès des communautés pour un Sénégal meilleur. Voilà mon message. Merci beaucoup, Rougiatou. Est-ce que tu pourrais partager avec nos auditeurs les coordonnées de ton association afin que s'ils souhaitaient rentrer en contact avec vous, ils puissent le faire à la suite de l'écoute de cette émission, aussi bien si vous avez un site internet, un email, un numéro de téléphone, un groupe Facebook, bref, ce qui est le plus efficace pour entrer en contact avec vous. Pour le moment, je peux donner notre adresse email. Après, je vais mettre dans le chat l'adresse Facebook, tout ça, les pages Facebook, tout ça, Instagram et Twitter. Et l'adresse email, c'est réseaudesjeunes2016@yahoo.com. Et là, je pense que si on nous envoie un mail, nous, en tout cas, on est prêt à collaborer avec toutes les leaders d'Afrique, surtout les femmes et les filles. Parce que je me dis qu'aujourd'hui, on doit travailler en synergie. Ce qu'on peut faire en synergie va impacter au sein des décideurs. C'est très important de travailler de manière individuelle, mais c'est très important aussi la synergie d'action. Et je pense que c'est cette synergie d'action qui nous permettra même d'éradiquer cette problématique de violence faite aux femmes et aux filles. Donc, on est très ouvert. C'est une organisation très ouverte. C'est une organisation nationale. On est au Sénégal, mais quand même, comme je disais, on est très ouvert. Donc, on veut collaborer avec les autres organisations qui sont dans les autres pays d'Afrique. Donc, c'est parce que l'Afrique, on peut dire que c'est un même pays, hein, parce que toutes les problématiques qu'on vit au Sénégal, c'est les mêmes problématiques qu'on rend compte qu'on vit à Côte d'Ivoire ou bien au Burkina. C'est les mêmes problématiques partout. Donc, c'est important en tout cas de travailler cette synergie d'action. Et je pense que c'est essentiel aussi à faciliter ça parce qu'on a eu à rencontrer certaines organisations des autres pays. Et je me dis que ça ne doit pas s'arrêter là. Et comme ça, ce sera un mouvement aussi très fort, un mouvement africain de défense des droits des femmes et des filles. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Rougiatou, pour ta participation à cette émission, au podcast des leaders d'Afrique, pour ton franc-parler, pour ton travail également, dont je ne doute pas qu'il aura un impact largement positif, non seulement au Sénégal, mais au-delà. Donc, je te souhaite une très bonne continuation et encore bravo pour tout ce que tu fais. Merci beaucoup. Je suis très honorée de l'invitation. Merci vraiment pour tout. Merci à Rougiatou Diallo d'avoir présenté avec sincérité et de façon claire et factuelle le sujet difficile des mutilations génitales féminines, une thématique qui mérite d'être évoquée plus largement dans les espaces de conversation publics et qui nécessite une résolution collective. J'espère que son appel vous aura motivé ou encouragé à vous engager en faveur de cette cause ou d'une autre, l'important étant de ne pas rester insensible aux problématiques de nos sociétés, qu'elles soient africaines ou d'ailleurs. Je rappelle que le podcast des leaders d'Afrique s'inscrit dans le cadre d'une collaboration entre l'organisation à but non lucratif Speak Up Africa et le podcast Entre elles. Vous pouvez retrouver le profil de toutes les invitées de cette série sur le site www.voixessentielles.org. Si vous souhaitez soutenir cette initiative, je vous demanderai comme toujours de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts. N'hésitez pas également à parler de cet épisode autour de vous et à le partager sur les réseaux sociaux. Je vous retrouve le dernier mercredi du mois pour un nouvel épisode du podcast des leaders d'Afrique et toutes les 2 semaines pour un épisode du podcast Entre elles consacré au parcours professionnel d'une femme du monde. Merci pour votre écoute et à bientôt.